Gary Cooper. Né Frank James Cooper, le 7 mai 1901 à Helena, dans le Montana, s'est imposé comme l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood. Issu d'une famille anglo-américaine distinguée, son père, Charles Henry Cooper, était un juge respecté de la Cour suprême du Montana, tandis que sa mère, Alice Cooper, était une femme cultivée et éduquée qui lui a inculqué le goût du raffinement et des arts, élevé dans le ranch familial. Le jeune Cooper a appris à monter à cheval et à développer l'athlétisme et le charme rude qui allaient plus tard définir son personnage à l'écran. Les vastes paysages sauvages du Montana ont façonné son caractère, lui insufflant une force tranquille et un individualisme que le public allait admirer dans des films comme High Noon et Sergeant York. Adolescent, il fut envoyé en Angleterre pour fréquenter la Dunstable Grammar School. Mais il revint chez lui après la Première Guerre mondiale et s'inscrivit plus tard au Grinnell College dans l'Iowa pour étudier l'art. Mais le destin en a décidé autrement. À la suite d'une blessure à la jambe lors d'un accident de voiture, Cooper abandonne ses études et s'installe à Los Angeles au milieu des années 1920. Ce qui commence comme une quête artistique le conduit rapidement vers l'industrie cinématographique en plein essor. Il a commencé comme cascadeur et figurant dans des westerns muettes, où son talent naturel pour l'équitation et sa présence à l'écran ont attiré l'attention des cinéastes. Il a percé en 1926 avec The Winning of Barbara Worth, où son bref rôle a laissé une impression durable. Do How to Say 8 or 9, avec son regard perçant et son charisme discret, Cooper est rapidement devenu une star, mais derrière la caméra, il aurait été en proie à de profonds conflits personnels. Dans une révélation qui continue de susciter la controverse, il aurait nommé en privé 7 acteurs homosexuels qu'il détestait le plus, alors qu'il aurait secrètement fréquenté certains d'entre eux. Qu'il ait été motivé par une peur intériorisée, la pression sociale ou une complexité émotionnelle. Cet aspect de la vie personnelle de Cooper ajoute une dimension sombre à la légende d'un homme dont l'image était fondée sur le stoïcisme, l'intégrité et la retenue. Avec l'avènement du cinéma parlant à la fin des années 1920, Cooper réussit sans difficulté sa transition vers le cinéma sonore, un exploit que toutes les stars du cinéma muet n'ont pas accompli. Il joue dans The Virginian, l'un des premiers westerns parlants à connaître le succès. In 1929, qui établit son style caractéristique, à la voix douce, sobre et émouvante. Contrairement à de nombreux acteurs de l'époque qui misaient sur les effets dramatiques, la force de Cooper réside dans son naturel. Ses performances étaient honnêtes, naturelles et convaincantes, faisant de lui l'incarnation même de l'homme ordinaire dans le cinéma américain. La carrière cinématographique de Gary Cooper s'étend sur plus de 3 décennies et il apparaît dans plus de 80 films, dont beaucoup sont aujourd'hui considérés comme des classiques. Dans les années 1930 et 1940, il consolide sa réputation comme l'une des stars les plus bankable d'Hollywood, incarnant des héros humbles, courageux et moralement intègres. Son rôle dans Mr. Deeds Goes to Town, 1936. De Frank Capra, Louis a valu une large reconnaissance pour son interprétation d'un homme d'une petite ville qui s'attaque à la cupidité des grandes entreprises avec une dignité tranquille. L'une de ses performances les plus célèbres est celle du sergent York, 1941, où il incarne Alvin York, héros de la Première Guerre mondiale. Le film a été un succès critique et commercial, et Cooper a remporté son premier Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. Il enchaîne ensuite avec des rôles très variés, allant du drame romantique, comme dans The Pride of the Yankees, 1942, où il incarne la légende du baseball Lou Gehrig, au western noir The Westerner, 1940, qui met en valeur sa polyvalence en tant qu'acteur. Son rôle le plus emblématique est sans doute celui qu'il tient en 1952 dans High Noon, un western tendu et plein de suspense dans lequel Cooper incarne Marshall Will Kane, un homme qui se retrouve seul face à des hors-la-loi alors que tous les habitants de la ville l'ont abandonné. Ce rôle, véritable leçon de retenue, vaut à Cooper son deuxième Oscar du meilleur acteur. Le film lui-même était une allégorie politique de l'ère McCarthy et a consolidé l'image de Cooper en tant que symbole du courage moral et de la responsabilité individuelle.
Il a largement caché sa maladie au public et a continué à travailler aussi longtemps qu'il le a pu. Son dernier rôle au cinéma fut dans The Naked Edge, sorti à titre posthume en 1961. En 1933, Gary Cooper épouse Veronica Balfe, une femme élégante et distinguée issue de la haute société new-yorkaise, également connue sous le nom de Sandra Shaw pendant sa brève carrière d'actrice. Issue d'une famille privilégiée, Veronica était une catholique fervente et la nièce de Cedric Gibbons, légendaire directeur artistique de la MGM qui a contribué à la conception de la statuette des Oscars. Malgré son statut social, Veronica se lance dans une brève carrière cinématographique au début des années 1930, apparaissant dans plusieurs films, dont No Other Woman en 1933 et le classique King Kong, où elle tient un rôle mineur. Sa beauté gracieuse et sa dignité tranquille contrastent avec les starlettes hollywoodiennes de l'époque. Et c'est peut-être ce mélange de raffinement et de simplicité qui attire Cooper, habituellement réservé. Leur mariage fut un événement très médiatisé, qui attira l'attention du monde du cinéma et de l'élite new-yorkaise. Après leur mariage, Veronica se retira du monde du cinéma pour se consacrer à son rôle d'épouse, puis de mère. Le couple eut une fille, Maria Veronica Cooper, née en 1937. Gary Cooper, connu pour son personnage stoïque à l'écran et sa nature réservée dans la vie réelle, adorait sa fille. Il parlait souvent de Maria avec une profonde affection et une grande fierté. Et bien qu'il fût souvent absent en raison de ses engagements cinématographiques, il s'efforçait d'être un père présent et aimant. Maria a grandi à l'abri des projecteurs hollywoodiens, grâce au désir de sa mère de lui offrir une éducation stable et privée. Néanmoins, la célébrité de son père a inévitablement influencé sa vie. En grandissant, Maria a développé une profonde admiration pour le travail et les valeurs de son père, et a plus tard écrit un livre sur lui, Gary Cooper, Enduring Style, qui rendait hommage non seulement à sa contribution au cinéma, mais aussi à son élégance discrète et à son intégrité personnelle. Cependant, le mariage apparemment idyllique entre Gary et Veronica a commencé à se détériorer à la fin des années 1940. Malgré l'image publique soigneusement cultivée par Cooper, celle d'un gentleman et d'un père de famille dévoué. Il avait la réputation dans les cercles hollywoodiens d'être un coureur de jupons, et il a eu plusieurs liaisons extra-conjugales au fil des ans. La plus sérieuse et la plus dommageable de ces relations fut celle avec l'actrice Patricia Neal, qu'il rencontra sur le tournage de The Fountainhead en 1949. Neal avait près de 25 ans de moins que Cooper, et leur histoire d'amour passionnée et tumultueuse dura plusieurs années. Cooper aurait été déchiré entre son engagement envers sa famille et ses sentiments pour Neal, qu'il aimait profondément et était prêt à sacrifier sa propre carrière pour être avec lui. Leur liaison devint un secret de polichinelle à Hollywood et mit à rude épreuve le mariage de Cooper. En 1951, le poids émotionnel était devenu trop lourd et Cooper et Veronica se séparèrent officiellement. Il quitta le domicile familial pour s'installer dans une résidence séparée, bien qu'ils restèrent légalement mariés. Malgré son amour pour Neal, Cooper refusa de divorcer de Veronica, invoquant son souci du bien-être et de l'éducation morale de leur fille Maria. Il estimait qu'un divorce serait non seulement contraire à ses convictions catholiques, mais qu'il pourrait également nuire de manière irréparable à sa relation avec sa fille, dont l'opinion comptait plus que tout pour lui. Le conflit intérieur et la culpabilité de Cooper étaient si profonds qu'il finit par mettre fin à sa relation avec Neal, lui brisant le cœur. Elle évoqua plus tard le bouleversement émotionnel qu'elle avait vécu, décrivant ses années avec Cooper comme les plus douloureuses de sa vie. Après la fin de leur liaison, Cooper a commencé à réfléchir plus profondément à sa vie, à ses valeurs et à l'importance de sa famille. En 1955, après 4 ans de séparation, Veronica et lui se sont réconciliés en toute discrétion, bien que leurs retrouvailles n'aient pas été marquées par des démonstrations publiques spectaculaires. Elles ont constitué une étape sincère et importante pour tous les deux. Ils reprirent leur vie commune, retrouvant le rythme familier de leurs premières années. Pendant cette période, Cooper, qui avait toujours gardé ses distances avec la religion, se rapprocha de la foi catholique de sa femme et de sa fille.
Ce réveil spirituel s'intensifia au cours de ces dernières années, notamment lorsqu'il fut confronté à de graves problèmes de santé. Veronica est restée à ses côtés pendant sa maladie, prenant soin de lui avec dévouement et l'aidant à trouver la paix dans ces dernières années. Leur fille Maria est également restée proche, et les liens familiaux, mis à l'épreuve par la célébrité, l'infidélité et la séparation, se sont finalement révélés solides. Dans l'ombre scintillante de l'âge d'or d'Hollywood, peu de stars ont brillé autant que Gary Cooper. Grand, stoïque et incroyablement beau, Cooper est devenu l'incarnation de la masculinité américaine à l'écran. Mais derrière les projecteurs, l'homme qui faisait vibrer le public avec son calme de cowboy et son charme discret aurait mené une vie beaucoup plus compliquée et conflictuelle. Qui, selon des rumeurs persistantes et un manuscrit posthume découvert dans un coffre verrouillé dans sa maison du Montana, aurait inclus une série de relations secrètes avec d'autres acteurs hollywoodiens. Plus choquante encore, Cooper aurait méprisé plusieurs d'entre eux à sa mort. Alors que son image publique était celle d'un homme réservé et respectable, les écrits privés de Cooper révèlent un homme tourmenté par le secret, la trahison et l'amertume. Dans une lettre très personnelle et non envoyée, adressée à personne en particulier, Cooper aurait dressé la liste de 7 acteurs avec lesquels il avait eu des relations intimes, avant de finir par leur en vouloir, se méfier d'eux, voire les détester. Voici une plongée dramatisée dans ces relations présumées et dans ce qui a pu les détériorer. Le premier, Cary Grant, le prétendant. L'une des plus grandes stars de son époque. Cary Grant était suave, élégant et toujours prêt à être filmé. Selon les notes attribuées à Cooper, leur liaison aurait commencé lors d'un festival de cinéma à Palm Springs à la fin des années 1930. Il riait de tout ce que je disais, aurait décrit Cooper, et cela semblait réel, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Cette relation, bien que jamais rendue publique, aurait été passionnée, secrète et finalement déchirante. Grant, très protecteur de son image, aurait mis fin à leur relation de manière abrupte après avoir été aperçu avec Cooper par un chroniqueur People. Il m'a fui plus vite que tous les hors-la-loi que j'ai jamais incarnés, se lamentait Cooper. Ce qui l'a le plus blessé, aurait déclaré Cooper, c'est que Grant ait ensuite tenté de le manipuler en faisant comme si rien ne s'était passé. 2. Rock Hudson, L'Illusion. Bien qu'ils appartenaient à des générations d'acteurs différentes, leurs chemins se sont fréquemment croisés dans les années 1950. Selon ce récit sensationnel, Cooper, alors âgé d'une 50aine d'années, était fasciné par le jeune et imposant Rock Hudson, qu'il décrivait comme une statue grecque animée. Mais les écrits de Cooper auraient pris une tournure sombre lorsqu'il racontait la réticence de Hudson à être autre chose qu'un secret. Il me charmait toute la nuit et m'ignorait le lendemain matin, comme si j'étais une aventure d'un soir qui s'étirait sur une année, aurait déclaré Cooper. Ce qui avait commencé comme de l'affection s'est terminé par une aliénation amère. Cooper aurait vu dans le besoin de Hudson de mener une double vie non seulement une nécessité de l'époque, mais aussi une lâcheté. Troisièmement, Randolph Scott, le rival. Cooper et Scott ont souvent été photographiés ensemble à l'apogée du cinéma western. Whores et Crump. Cependant, leur relation présumée était compliquée par une rivalité. Scott, connu pour sa relation étroite et souvent supposée amoureuse avec Cary Grant, était peut-être déchiré entre les deux acteurs principaux. Cooper, dans ses notes, aurait qualifié Scott de « celui qui m'a mieux incarné que je n'ai jamais incarné aucun rôle ». Les deux hommes auraient entretenu une relation intense dans les années 1940, mais la jalousie s'est rapidement installée, notamment au sujet des rôles, de la célébrité et de l'attention que Grant accordait à Scott. Lorsque Scott a obtenu un rôle convoité par Cooper, ce dernier a écrit « Je n'ai pas seulement perdu un rôle, j'ai perdu une raison de faire confiance. » Quatrièmement, Anthony Perkins, The Projection. Malgré leur différence d'âge, Cooper aurait eu une relation brève et intense avec le jeune Anthony Perkins au milieu des années 1950. L'acteur, surtout connu pour son rôle dans Psychose, Miles Perkins, rongé par la peur d'être démasqué, finit par s'éloigner, laissant Cooper se sentir abandonné.
Il projetait toute sa peur sur moi, faisait de moi le méchant dans son esprit. Peut-on lire dans les notes de Cooper? L'amertume s'est restée, non pas à cause de la rupture, mais parce que Cooper pensait avoir été utilisé comme soutien émotionnel. 5. Montgomery Clift. The Mirror. Montgomery Clift était peut-être le plus émotionnellement brut et vulnérable des amants présumés de Cooper. Leur relation, affirmait Cooper, était comme regarder dans un miroir qui disait la vérité. On saigne, mais on ne veut pas lâcher prise. Au final, Cooper aurait reproché à Clift de l'avoir entraîné dans la même spirale de désespoir et de lui avoir montré le reflet de son propre déni. 6. Tab Hunter. Le rebond. Si l'on en croit les notes de Cooper, une brève aventure avec le blond et juvénile Tab Hunter est survenue à un moment où Cooper recherchait davantage le réconfort que la connexion. Il était beau, certes, mais il était aussi superficiel. J'avais besoin de guérir. Il voulait faire la une des journaux. La différence d'âge a de nouveau joué un rôle. Cooper a décrit leur relation comme transactionnelle. Hunter, à l'aube de la célébrité, aurait cherché à bénéficier des conseils et des relations de Cooper. Il l'embrassait comme s'il prenait des notes. Aurait écrit Cooper. La relation s'est terminée dans l'amertume. Cooper accusant Hunter d'avoir divulgué des détails à un chroniqueur People, bien qu'aucune preuve n'ait jamais été apportée. 7. James Dean. Le feu. Le nom le plus choquant de la liste, et le plus tragique, est sans doute celui de James Dean. Leur liaison, si elle a bien eu lieu, aurait eu lieu peu avant la mort prématurée de Dean en 1955. Cooper aurait décrit leur relation comme brève, sauvage et passionnée. L'esprit rebelle de Dean fascinait Cooper, mais le mettait également en rage. Il vivait comme si le monde lui devait quelque chose. Et je lui ai donné plus que je n'aurais dû. La haine présumée de Cooper ne venait pas de la fin de leur relation, mais de l'imprudence de Dean et de son accident mortel. Il m'a privé de la chance de le détester en personne, a écrit Cooper. Gary Cooper n'a jamais parlé publiquement de ses relations présumées. Que les écrits qui lui sont attribués soient authentiques ou apocryphes. Il brosque le portrait d'un homme en proie à des questionnements identitaires, à des problèmes de réputation et à un chagrin d'amour derrière les coulisses glamour d'Hollywood. Si elles sont vraies, ces noms si célèbres et si bien gardés mettent en évidence la profonde solitude et le sacrifice personnel exigé des stars contraintes de vivre dans le secret. Cooper, un homme admiré pour sa force tranquille, portait peut-être un fardeau émotionnel plus lourd que n'importe quel sel qu'il ait jamais jeté sur un cheval. Et c'est ainsi que dans le silence de sa retraite du Montana, Cooper a peut-être enfin donné voix à ce qu'il n'avait jamais pu dire à haute voix. Cet amour, malgré toute sa gloire, lui avait laissé une liste. Non pas une liste d'amantes, mais une liste de regrets. En 1961, Hollywood a perdu l'un de ses acteurs les plus emblématiques et les plus aimés lorsque Gary Cooper est décédé à l'âge de 60 ans. Sa mort était le résultat d'une longue et finalement fatale bataille contre le cancer de la prostate, une maladie qui s'était tragiquement propagée au-delà de son site d'origine. Bien que Cooper ait initialement cherché à se faire soigner et ait tenté de garder son état secret, le cancer a fini par métastaser, se propageant aux poumons et aux os. Ses amis et sa famille ont été dévastés de voir la transformation d'un homme qui incarnait autrefois la virilité américaine, avec des rôles dans des classiques tels que High Noon, Sergeant York et Mr. Deeds Goes to Town. Malgré sa maladie, Cooper a conservé une dignité et un calme remarquables. Il avait toujours été très discret, évitant les feux de la rampe en dehors de ses rôles au cinéma, et il a affronté sa mort avec la même détermination tranquille. Au cours de ces derniers mois, il était entouré de ses proches, notamment sa femme, Veronica Rocky Balfe, et leur fille Maria. Lorsque la nouvelle de sa maladie s'est répandue, les hommages ont afflué de toute l'industrie cinématographique. Beaucoup de ses collègues, dont son ami proche Ernest Hemingway, ont exprimé leur profonde tristesse face à la perte imminente d'une légende du cinéma. Gary Cooper a d'abord été inhumé en Californie, où il avait passé une grande partie de sa vie professionnelle et où était centrée l'industrie cinématographique hollywoodienne qui l'avait rendu célèbre. Il a été enterré au cimetière Holy Cross de Culver City,
un lieu connu pour être le dernier repos de nombreuses personnalités du monde du spectacle. Cependant, sa femme, Rocky, a ensuite décidé de faire transférer sa dépouille sur la côte Est, estimant qu'un endroit plus intime et plus calme rendrait mieux hommage à la vie et à la foi de Cooper, qui s'était converti au catholicisme à la fin des années 1950. Elle a fait transférer sa dépouille au cimetière Sacred Heart de Southampton, dans l'État de New York. Ce transfert était profondément symbolique, reflétant non seulement les liens de la famille avec cette région, mais aussi le désir de Rocky de voir son mari reposer dans un cadre plus paisible et familial, loin de la fanfare et des projecteurs d'Hollywood. Le cimetière Sacred Heart, niché dans le cadre serein de Long Island, est devenu un lieu où la famille et les amis de Cooper pouvaient lui rendre visite en toute intimité, loin des regards du public. Il reflétait également la vie commune du couple. Rocky, catholique fervente et ancienne débutante qui avait renoncé à sa propre carrière à Hollywood pour soutenir son mari, avait toujours privilégié la famille et les traditions à la célébrité. En transférant la dépouille de Gary Cooper, elle s'est assurée que sa dernière demeure reflèterait les valeurs qui lui étaient chères à la fin de sa vie. La foi, la famille et la dignité tranquille. La mort de Gary Cooper a marqué la fin d'une époque à Hollywood. Il était bien plus qu'une simple star de cinéma. C'était une icône américaine, un symbole d'intégrité, d'humilité et de force. Son héritage perdure, non seulement à travers ses films inoubliables, mais aussi à travers les histoires personnelles de ceux qui l'ont connu.